Concernant l'audio, vous serez mis en sourdine, en mute, par défaut. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les taper dans la boîte à questions qui se trouve en bas à droite du panneau de contrôle. Je vais les surveiller tout au long de la présentation. On les partagera avec nos présentateurs à la fin du webinaire. Pour votre information, ce webinaire est enregistré. Nous vous l'enverrons, l'enregistrement ainsi que la présentation et un coup de sondage peu après ce webinaire. Donc maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à Ismaël. Bonjour à tous. Alors merci Julie pour cette introduction. C'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Alors on essaiera d'être le plus complet possible sur le sujet, sur le CO2 aujourd'hui, donc dans le temps qui nous est imparti. Et pour ça, on va d'abord commencer par une introduction sur le CO2. Donc une fois les présentations faites, on abordera plutôt les différentes solutions que propose Danfoss, y compris les dernières solutions éjecteurs, gaz et liquide. On abordera ensuite la fonctionnalité calme, qui est directement liée au fonctionnement de l'éjecteur liquide. Donc on explicitera un peu cette fonctionnalité. Et puis, on verra les dernières évolutions de la régulation, donc notamment sur les régulateurs de centrale. Alors, petit problème technique. On va essayer d'améliorer le son. Donc, comme je vous le disais, on finira avec une petite conclusion sur la présentation d'aujourd'hui. Alors, pourquoi le CO2? Eh bien, Danfoss considère que le CO2 est l'un des réfrigérants les plus efficaces. Alors, en effet, on utilise le CO2 depuis 1998. Donc, le CO2, c'est un réfrigérant qui respecte l'environnement. Il est utilisé en réfrigération. Donc, il a tendance à remplacer les HFC à un haut GWP. Donc, on expliquera ce qu'est le GWP. Pour rappel, pour certains, et pour d'autres, on répétera. Alors, il a un coût relativement faible. Donc, il faut savoir que le CO2, en janvier 2019, c'est 6 € le kilogramme. Donc, comparé par exemple au R134A qui est à 57,19 € le kilo, et le R407C à 72,09 €. Donc, on a un peu du coût au kilo. Donc le CO2, c'est aussi un réfrigérant qui a fait ses preuves en tant que réfrigérant à haute efficacité en climat chaud, c'est important. On verra par la suite pourquoi les climats chauds. Alors pour avoir une idée, comparé au réfrigérant HFC, le CO2, donc sur une fuite de R404A de 1 kg, si on va avoir l'équivalent en CO2, eh bien, il faudrait parcourir 30 000 km avec une voiture. Donc, c'est un peu la comparaison entre 30 000 km parcourus par une voiture, c'est l'équivalent d'une fuite d'1 kg de R404A. Ça a le même impact sur l'environnement. Alors, le CO2, c'est un réfrigérant qui est utilisé à des pressions de service maximales élevées. Donc, effectivement, le CO2 a une densité qui est importante. Du fait de cette densité importante, on a des dimensions qui sont beaucoup plus réduites par rapport aux autres réfrigérants. On voit sur le diagramme ici, sur la gauche, le CO2,
on a des diamètres qui sont très petits. Donc on peut réduire jusqu'à 4 fois la taille de la centrale frigorifique. Mais justement, l'énergie dégagée par la décompression de CO2, elle n'est pas différente de celle des autres réfrigérants. On ne perd pas en puissance, en effet, puisqu'on a une densité qui est importante avec le CO2. Je pense que c'est bon. Ouais, le diagramme se défile, mais je n'ai pas de commentaire. C'est comme ça que je comprends juste pas pourquoi ça fait ce bruit. Bonjour. Bonjour. Bien. Merci beaucoup pour ce webinaire. Désolée pour la qualité. Voilà. Attendez de résoudre un petit problème de son. Ouais, la personne disait qu'il faut aller. On voit pas ton écran. Voilà. Par contre, vous voyez pas mon écran à moi? Ayoub, il me dit qu'il voit mon écran à moi et pas celui d'Ismaël. Mais il me dit qu'il voit les commentaires. Bah, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Je t'ai bien donné le changement de présentateur. Ouais, c'est toi. Les autres présentateurs. Ouais, là, il y a. Ouais. Écoute, par contre, moi, j'ai coupé mon son, donc là, il faut que je le remette. Et là, on va l'entendre, on est d'accord? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Désolée pour les petits problèmes de son. On va repartir du début. Je pense que cette fois, ça devrait fonctionner. Donc, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le CO2. Pour rappel, ce webinaire sera présenté par Ismaël, qui travaille au support technique. Ce webinaire sera également enregistré. De votre côté, vous serez mis en mute. Ce qui veut dire que si vous avez des questions pendant la présentation, il faut que vous les tapiez dans le panneau de contrôle situé en bas à droite de votre écran. On va les surveiller tout au long de la présentation et y répondre à la fin de la présentation. Donc ce webinaire est enregistré de manière à ce qu'à la fin, nous puissions vous partager le PowerPoint, l'enregistrement et un court sondage. On a déjà pris un petit peu de retard à cause de soucis de son, donc pas de problème, je passe sans plus tarder la parole à Ismaël. Merci Julie pour cette introduction. Alors j'espère qu'on est bien fait maintenant. C'est un plaisir de se retrouver, donc on va essayer d'être le plus complet possible sur le sujet aujourd'hui, en tant qu'il nous est
enregistrée, donc vous pourrez bien sûr la retrouver ensuite sur Internet. Donc vous pouvez poser vos questions à la fin, vous pouvez même les envoyer en direct, et puis on essaiera d'y répondre à la fin. Alors, dans cette présentation, on va essentiellement aborder donc, une petite introduction sur le CO2, d'accord? Une fois que les présentations seront faites, les rappels terminés. On va passer sur les différentes installations et donc les différentes solutions que propose Danfoss, y compris donc, les dernières solutions, éjecteurs gaz et liquide. Puis ensuite, on explicitera donc, la fonctionnalité CAN qui est étroitement liée à la fonctionnalité de l'éjecteur liquide. Et puis, on verra les dernières évolutions de la régulation donc, sur les régulateurs de centrale. Et puis, on conclura ce webinaire tous ensemble. Alors, le CO2, donc, Danfoss considère que le CO2 est l'un des réfrigérants les plus efficaces. Effectivement, c'est un réfrigérant qui respecte l'environnement, donc on explicitera ça par rapport à son faible GWP. Donc il est là pour remplacer les HFC justement à haut GWP. C'est un réfrigérant donc, qui a un coût relativement faible. Aujourd'hui, 2019, on a un coût aux alentours de 6 € le kilo. Donc par rapport aux autres réfrigérants, on a des coûts qui sont beaucoup plus faibles sur les charges en CO2 d'une installation théorique. Donc pour avoir une idée, ici on a un petit exemple pour imager un peu l'impact que le CO2 a sur l'environnement. Donc une fuite de R404A de 1 kg équivaut à parcourir 30 000 km avec une voiture. Donc on fait ça lié. Le CO2 est un réfrigérant qui respecte l'environnement. Alors, pourquoi le CO2 donc, le CO2 s'utilise à une pression de service maximale qui est plus élevée que notre réfrigérant, mais la dimension de la plupart des composants est réduite. Alors, en effet, le CO2 a une densité qui est importante. On réduit la dimension des tuyauteries. Donc, sur le diagramme ici, on voit très bien que la dimension des tuyauteries sur le CO2 est beaucoup plus faible et réduite que les autres réfrigérants HFC, par exemple R404A, qui a un diamètre de 60 Kelvin par rapport au CO2 ici à 35. Effectivement, donc, le fait d'avoir des tuyauteries qui soient plus petites, on a tendance à penser qu'on perd en énergie, on perd en puissance. Il n'y a pas du tout. Le fait d'avoir une densité importante, l'énergie dégagée par la décompression n'est pas différente de celle des autres réfrigérants, voire dans certains cas, on peut gagner en puissance. Est-ce que tu peux essayer ce son-là? Parce qu'on a des commentaires. Tu peux leur dire on a des commentaires comme quoi le son n'est pas très bon. Donc il faudrait essayer celui-là. Alors, on a des commentaires ici qui nous indiquent que le son n'est pas bon. Donc on va essayer de changer de micro et vous me direz si c'est mieux. Parce qu'il y en a plein. Alors, donc est-ce que vous pouvez nous indiquer là si le son est de meilleure qualité? Alors, je vais continuer la présentation et puis on verra si la qualité du son s'est améliorée. Donc on passe au GWP. Alors pour rappel, le GWP sur le CO2 il est de 1. Donc ça sous-entend que son impact sur l'environnement est faible, que donc son impact sur le réchauffement climatique est faible. Donc comparé au RK404A par exemple avec un GWP très élevé de 3920. Donc voilà, on a les autres réfrigérants, par exemple le propane ici,
qui a un très bon JWP également. On a aussi l'ammoniac qui n'est pas représenté ici avec un JWP de 0. Euh, donc, euh, donc voilà pourquoi le CO2, c'est aussi un des avantages du CO2, c'est son faible impact sur le réchauffement climatique. Et ce sera un atout, surtout en ce moment avec la transition énergétique. C'est pour ça que Danfoss se focalise sur ce réfrigérant-là. Alors, quelques questions de sécurité sur le CO2. Alors, comment manipuler les systèmes à haute pression? Effectivement, on a dit qu'on était à des pressions de service maximales qui étaient élevées, la pression était élevée, en quelques prudences. Alors, en raison de la pression du CO2, les forces résultant de l'ouverture de sécurité sont nettement plus élevées et donc nécessaire de les fixer à une structure de support. Donc ça, c'est le premier point, c'est faire attention à l'installation des soupapes de sécurité, donc bien les fixer, puisqu'on a des forces qui sont forcément plus importantes que sur les autres réfrigérants. Le deuxième point, c'est éviter de dégazer par les lignes liquides. Les chances que la soupape se referme sont faibles, effectivement, puisque lorsqu'on dégaze par les lignes liquides, le liquide il va se retrouver à la pression atmosphérique. Donc il y a des chances qu'il change d'état, qu'il se transforme en gaz carbonique. Donc c'est le premier point. Donc, ça peut boucher la soupape. Et le deuxième point, c'était que au diamètre de la soupape, avoir un diamètre assez important, et non pas un petit diamètre qui risque de boucher la soupape et qu'elle ne se referme pas. Il est aussi recommandé de tuyauter correctement les soupapes en dehors des bâtiments. Alors le premier point, c'est que effectivement le CO2 a un certain taux dans l'air, donc il peut justement avoir un impact sur les hommes, donc notamment sur la respiration. Donc il est recommandé de tuyauter en dehors des bâtiments justement pour ne pas avoir de CO2 qui soit trop important dans la pièce. Et le deuxième point, c'est également faire attention au diamètre des tuyauteries, hein, parce qu'à des pressions qui sont élevées, on peut être amené à boucher les tuyauteries. Donc attention au dimensionnement des tuyauteries sur les soupapes qui sont en dehors des bâtiments. Alors, la neige carbonique, c'est un phénomène qui se produit si le liquide est évacué à l'extérieur, donc en contact avec la pression atmosphérique, ou si la pression est inférieure à 5 bars. Donc tous les installateurs sont au courant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on préconise, lors des formations en CO2, de charger une installation gaz au-dessus de 5 bars, en général entre 7 et 10 bars, afin de passer le point triple et de ne pas avoir de formation de neige carbonique quand on va charger en liquide l'installation. Donc la neige carbonique, elle ne se dilate pas, elle se contracte, et ça, c'est un avantage. Donc par conséquent, il n'y aura aucune tuyauterie qui ne peut se fracturer par sa contraction. Donc ça, c'est un bon point, c'est-à-dire qu'on souvent on parle de neige carbonique, attention, oui, c'est vrai, mais quand on a de la formation de neige carbonique dans le tuyau, la solution, c'est de charger en gaz l'installation, de repasser au-dessus du point triple, et le réfrigérant va changer d'état, il n'y aura plus de et pas de fracture des tuyauteries. Donc, rapidement introduit le CO2, les présentations ont été faites. Donc là, on va parler des différents systèmes CO2. On va expliciter un peu, on va partir de la base et puis on va les nouvelles solutions, les éjecteurs gaz et liquide. On va regarder ça ensemble. Alors, l'évolution technologique, tout d'abord. Donc, on parle de centrale booster CO2. Booster CO2, donc c'est des centrales avec des compresseurs négatifs et positifs. Donc c'est l'application de base, l'application standard au CO2. Donc,
15 000 installations à travers le monde, disponibles depuis 2007. C'est une installation qui a été trouvée depuis 10 ans. Puis on est passé à la construction parallèle. Donc là, on vise un peu plus les climats chauds. On a un peu 15 est disponible à la vente depuis l'année dernière. Donc, idem pour les éjecteurs liquides avec un peu plus de 100 installations dans le monde. Donc, l'éjecteur gaz et liquide disponible à la vente depuis l'année dernière. Et enfin, donc, réduction des coûts. Donc là, on va plus parler des éjecteurs combi-bloc. Donc, c'est une combinaison des éjecteurs gaz et des éjecteurs liquides. Donc là, on a des tests sur site qui se font encore cette année. Et donc, disponibilité éventuellement pour l'année 2020. Donc, c'était un petit aperçu des évolutions technologiques donc, ces 10 dernières années chez Danfoss. C'est un peu sur l'installation Booster CO2. Donc, Booster CO2, c'est une installation CO2 avec un étage positif et un étage négatif. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir l'étage négatif, d'accord. C'est souvent utilisé dans la réfrigération commerciale, super hypermarché. On va avoir 2 étages de puissance. Donc, on peut très bien se contenter d'avoir uniquement l'étage positif ici. Alors, on a dit que le système booster, c'est celui qui est le plus communément utilisé dans les installations CO2. C'est une installation qui est assez simple. On a utilisé un seul réfrigérant, on est dans la cascade, donc plus de 15 000 installations dans le monde. Alors, le principe d'une installation en CO2, et la première différence qu'on a avec une installation un réfrigérant HFC, c'est ici la présence d'une vanne de détente entre le réservoir et les compresseurs positifs et du détendeur ici entre le condenseur et le réservoir. Alors, condenseur qui, on le verra, peut être ce qu'on appelle un refroidisseur de gaz. L'idée, c'est justement de comprimer ici les gaz, de les refouler dans le condenseur à une pression qui peut être assez élevée. Donc, tout dépendra de la température extérieure. Donc, plus il va faire chaud, plus on va être à des pressions qui vont être élevées en HP. Donc, on a des pressions entre 50 et 110 bars. Donc ici, dans cet exemple-là, on est à des températures extérieures très élevées. Donc on a une température sortie refroidisseur de gaz de 40 degrés. Donc, avec le pincement, on est à 42 degrés à l'extérieur, donc c'est une température extrême. Donc la phase du CO2 ici, elle n'est pas liquide. C'est une phase qui n'est pas non plus gazeuse, elle n'existe pas dans la nature. Qu'on pourrait décrire comme un état fluidique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que ce n'est pas un condenseur, c'est un refroidisseur de gaz.
Et donc, on parle d'état transcritique du CO2. Donc, le gaz, le fluide ici est détendu dans ce détendeur. Donc, on a de la vapeur et du liquide dans le réservoir. Donc, les gaz ici sont détendus puis renvoyés à l'aspiration des compresseurs. Et le liquide, lui, est détendu et distribué dans les échangeurs positifs et négatifs. Et donc, ici, on a un mélange et le tout est aspiré par le débit plus important des compresseurs positifs. Donc, le dimensionnement, il est bien fait avec des compresseurs positifs qui ont un débit plus important que les compresseurs négatifs. Voilà. Donc l'idée ici, c'est qu'on va venir gérer la pression du réservoir avec ce détendeur ici. Donc on est à des pressions entre 32 et 37 bars dans le réservoir, donc environ 0 degrés. Et on va donc gérer le condenseur ou le refroidisseur de gaz. Alors, on va gérer la température et la pression de manière indépendante. Quand on est en transe critique, on n'a plus de pression on n'a plus justement j'ai perdu le mot, de relation, pardon, entre la pression et la. Donc, le point critique, il est à 72, 73 bars. Donc, au-dessus de cette pression-là, on n'a plus de relation entre la pression et la température. La température va être régulée avec les ventilateurs du refroidisseur de gaz. Et la pression, elle, va être gérée par cette vanne de détente, par ce détendeur-là. Donc, c'est ça l'idée. Sur une installation booster CO2, on va avoir une régulation HP ici, une régulation moyenne température avec cette vanne de dérivation qui va gérer la pression dans le réservoir. Et ensuite, on aura notre cycle avec nos compresseurs. Alors, l'avantage de cette installation, c'est c'est une installation assez simple, c'est la plus simple par rapport aux autres systèmes CO2 qu'on va voir tout à l'heure. Alors, dans un climat avec une température moyenne inférieure à 14 degrés, c'est plus haut que Lyon. On a une consommation d'énergie qui est inférieure à celle du R4. Donc, on a des efficacités qui sont meilleures. Alors, l'inconvénient de cette solution, c'est la consommation d'énergie dans les climats chauds. Parce qu'en effet, le volume de vapeur dans le réservoir va augmenter. Donc, on va faire travailler beaucoup plus les compresseurs positifs. On va perdre en efficacité ce type de climat. Donc, on utilise aussi bien dans les petits que dans les grands magasins. Donc, là, on parle de réfrigération commerciale. Donc, c'est plutôt utilisé sur les installations dans le nord de l'Europe. Donc, c'est une installation qui ne s'utilise pas que dans la réfrigération commerciale. C'est un peu pour avoir une idée de la tête de l'installation, sans parler de puissance jusqu'ici. Alors, on passe à la compression parallèle. On a vu un peu les bases avec la booster CO2. Donc, la compression parallèle, c'est le premier développement visant à mener le CO2 dans les climats plus chauds. Donc, on a une amélioration significative du COP avec justement des installations avec récupération de chaleur. Alors, pourquoi récupération de chaleur? Puisque, effectivement, dans les climats chauds, on va avoir des pressions qui sont élevées en HP. Et donc, la possibilité de récupérer les calories ici en sortie, au refoulement. Et donc, la possibilité réchauffer une boucle d'eau pour l'eau chaude sanitaire ou pour le chauffage des bureaux, par exemple. C'est un point qui est très important sur le CO2, puisqu'effectivement, le fait de son utilisation à haute pression, ça va nous permettre de récupérer de l'énergie et de faire augmenter l'efficacité de notre système. Donc là, l'idée, c'est d'avoir justement des compresseurs qui soient parallèles aux compresseurs positifs. Donc, puisqu'on est dans des climats qui sont chauds, donc on est à des températures qui sont élevées,
donc à des pressions qui sont plus élevées au niveau du refroidisseur de gaz. Donc ça aura pour conséquence en fait d'augmenter le volume vapeur dans notre réservoir. Et donc, ici, les vapeurs seront renvoyées dans les compresseurs parallèles plutôt que dans les compresseurs positifs. Donc ici, par exemple, on a jusqu'à 45% du débit, du débit qui est aspiré par les compresseurs parallèles. Donc les compresseurs parallèles, eux, ils vont donc aspirer à entre 32 et 37 bars, 0 degré, plutôt que d'aspirer. Donc ici, dans notre exemple, le positif, il est entre 25 et 30 bars, donc on est entre moins 7 et moins 10 degrés. On va aspirer à des pressions qui sont plus élevées. Et donc, on va réduire ici le fonctionnement des compresseurs. Et donc, on va gagner en efficacité. Effectivement, on pourra installer des compresseurs de plus petite taille, puisque les compresseurs parallèles vont travailler beaucoup plus pour soulager le travail des compresseurs positifs ici. Et donc, on va gagner en efficacité par cette augmentation de la pression d'aspiration. Donc, à chaque fois que les compresseurs parallèles vont fonctionner. Donc, l'avantage d'un système comme celui-là, c'est qu'on aura une meilleure note sur la consommation énergétique, qu'on va pouvoir réduire l'investissement sur notre installation, donc par rapport aux compresseurs, parce qu'on aura des compresseurs de plus petite taille. Et effectivement, l'intégration avec l'air conditionné, là, c'est l'air conditionné, elle a tout son sens. Alors, on a dit qu'au réservoir, on avait un liquide qui était à 0 degré. Donc bien faire attention de ne pas aller en dessous de 0 degré. Bien respecter ça, puisque effectivement, si on a des températures qui sont négatives, on aura des possibilités de gel sur les lignes liquides. Donc l'intégration avec l'air conditionné a tout son sens. Pourquoi? Puisque justement, on va récupérer les calories du liquide dans le réservoir, 0 degré, pour refroidir une boucle d'eau, 7-12 par exemple. Donc ça aura pour conséquence d'augmenter le volume vapeur dans le réservoir. Et donc, ça va favoriser le fonctionnement des compresseurs parallèles. Donc ça, c'est très utilisé dans le sud de l'Europe, dans les climats chauds, ou les installations avec récupération de chaleur. Parce qu'effectivement, la récupération de chaleur, elle va demander à avoir une pression plus HP. On va augmenter le volume et ce sera d'utiliser ce volume-là par les compresseurs parallèles pour gagner encore une fois en efficacité énergétique. Alors, on a quand même un surcoût sur les petites installations qui est difficilement amortissable. Donc les installations à compression parallèle ont tout de suite, dès qu'on a par exemple de la variation de vitesse sur le compresseur, donc c'est toujours un compresseur varié et un deuxième compresseur qui ne l'est pas. Ensuite, on va avoir important et donc difficilement amortissable sur les petites installations. Voilà. Donc là, on a vu ce qu'était la booster CO2, sa compression parallèle. Alors, on a poussé un peu plus loin et on est passé aux éjecteurs. Donc, ça c'est nouveau. Beaucoup en ont entendu parler, d'autres pas. Certains savent déjà. En tous les cas, ici, on va présenter les solutions qu'on propose ici à l'Infos. Donc, on va expliquer rapidement le fonctionnement d'un éjecteur. Alors, en théorie, les éjecteurs ils sont intéressants en réfrigération car ils peuvent réduire de 20% le travail des compresseurs. Effectivement, là, le but, ça va justement être de réduire le travail des compresseurs. L'éjecteur, il est là pour ça. L'éjecteur, il a une entrée, d'accord, ici, une aspiration et un diffuseur. Okay. Donc, il a en grosso modo. Donc, l'entrée ici, on va récupérer des gaz à haute pression. Donc, on voit ici sur le graphique, on est à des pressions qui sont élevées. Donc, on va être en HP, sortie gaz couleur. Ces gaz, pression élevée, vont être détendus. Donc, on voit très bien ici que l'orifice, donc la dimension ici, le diamètre a diminué. Donc, on va détendre notre gaz qui, par cette décompression, et donc
par le phénomène de Venturi, va créer une aspiration ici d'un gaz ou d'un liquide, tout dépendra de l'éjecteur en question. On aura un mélange entre notre gaz et notre liquide, donc ici à la sortie. Donc on comprend bien que donc, plus la longueur ici va être importante, plus on va gagner en vitesse, et on va augmenter tout doucement en pression. Et puis ici, donc orifice, donc diffuseur, où là on va augmenter également en pression et on va tout rejeter dans le réservoir gaz liquide. Donc l'idée elle est là, c'est d'utiliser le phénomène de par la décompression d'un gaz à haute pression pour pouvoir aspirer du gaz ou du liquide en sortie d'évaporateur. Donc c'est ça l'idée de l'éjecteur. Bien sûr, on le retrouve un peu chez nous. Hein. C'est une technologie qui existe depuis longtemps, qu'on réutilise ici sur des applications de réfrigération. Alors, la compression parallèle avec éjecteur haute pression, c'est le premier éjecteur dont on va parler. Donc, éjecteur haute pression qui s'utilise avec de la compression parallèle et rien d'autre. Justement, en fait, l'éjecteur sera là pour favoriser le travail des compresseurs parallèles et donc d'augmenter l'efficacité énergétique, comme on l'a vu dans les slides précédents. On retrouve notre installation. Alors ici, installation avec étage positif, étage négatif. Donc on a nos compresseurs positifs ici qui aspirent à moins 8 degrés dans cet exemple. On a une température sortie gaz couleur de 36 degrés avec une pression de 96 bars. Alors, il faut faire la différence entre un fonctionnement en hiver et en été. L'hiver, c'est plus froid, on a des pressions qui sont moins importantes. Et ce qui est important de comprendre sur le travail de l'éjecteur, c'est qu'on va beaucoup parler de différence de pression. Effectivement, on comprend que plus la différence de pression entre notre refroidisseur de gaz ou gaz couleur en anglais et notre réservoir va être importante, et plus la capacité à aspirer le gaz en sortie d'évaporateur va être importante. Et donc, en été, pour les éjecteurs haute pression, on aura des capacités plus importantes, et c'est là que ça va être intéressant d'utiliser cet éjecteur-là. Donc dans notre exemple, ici, on est en été, en condition de 36 degrés sortie gaz couleur, donc on est à 37, 38, 39 degrés extérieur. Eh bien, on aura la capacité d'aspirer ici donc 100% du débit sortie gaz couleur. Donc, ces gaz-là vont être détendus à l'intérieur. Donc, cette décompression va aspirer le gaz ici en sortie d'évaporateur, donc jusqu'à 25%. Donc, tout ce mélange-là, ensuite, sera rejeté dans le réservoir. Donc on sera en capacité d'augmenter le volume vapeur ici et donc de favoriser le travail des compresseurs parallèles. Donc ici on a un débit qui est plus important, 69% du débit qui est aspiré par les compresseurs parallèles et 31% qui est rejeté ici à aspiration des compresseurs positifs. Donc le fait de faire travailler les compresseurs parallèles, on va augmenter l'efficacité énergétique. On aspire à des pressions qui sont plus élevées, on aspire ici à la pression du réservoir qui est entre 35 et 38, 39 bars, tout dépendra des conditions. Et effectivement, donc, on pourra réduire le nombre de compresseurs positifs. On va gagner sur l'investissement de l'installation. Donc, avantage, c'est la faible consommation, bien sûr, ça c'est le point le plus important. Donc, capacité compresseur peut être réduite, surtout dans les climats chauds. Là, on est sur des éjecteurs de haute pression, donc on travaille sur des différences de pression. C'est quand on dit haute pression, en fait, c'est les différences de pression qui sont importantes. La combinaison avec l'air conditionné, là encore, elle a tout son sens. C'est effectivement, on va faire augmenter le volume dans le réservoir, et donc ça va favoriser le travail des compresseurs parallèles. Alors, on a des installations qui sont plus complexes que les systèmes booster ou compression parallèle. Plus complexes au niveau régulation. Donc, ça nécessite quelques formations.
Et on a des surcoûts là aussi sur les petites installations, puisqu'effectivement on sera sur des plus importants, donc forcément l'investissement sera plus important et donc pas intéressant pour les petites installations. Donc après les éjecteurs haute pression, on va avoir les éjecteurs basse pression. Donc là on va travailler sur des plus petites différences de pression. Donc, ici, on a bien explicité et fait la différence entre le mode hiver et le mode été. Donc pour bien comprendre le fonctionnement de l'éjecteur basse pression. Donc ici en hiver, l'éjecteur il contrôle simplement la haute pression comme l'aurait fait une vanne haute pression. Tout à l'heure on a vu qu'on avait un détendeur en sortie gaz couleur, mais ici l'éjecteur en hiver il va se comporter comme ce détendeur, c'est-à-dire qu'il va gérer la pression dans notre refroidisseur de gaz ou condenseur, tout dépend de l'état dans lequel on se trouve. Le gaz est renvoyé à l'aspiration des compresseurs et le liquide lui est étendu et renvoyé dans les évaporateurs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éjecteur, c'est une vanne de détente, c'est un détendeur. Simplement, lorsque les conditions le permettent, eh bien, on est en capacité d'aspirer ici. Ici, en hiver, on a 0% du débit qui est aspiré sorti d'évaporateur. Mais quand les conditions nous permettent, eh bien, on va pouvoir aspirer ici du gaz et donc on verra qu'on va pouvoir optimiser notre installation. Alors ici, on a la présence d'un clapet anti-retour. Hein. On va comprendre tout de suite en observant le fonctionnement en été. Donc l'été, il fait beaucoup plus chaud à l'extérieur. Ici, on s'est mis dans les mêmes conditions, donc 36 degrés, 96 bars. Donc, la différence de pression entre le refroidisseur de gaz et le réservoir est plus importante. On est en capacité d'aspirer ici jusqu'à 50% du débit en sortie des évaporateurs. Donc ici, on aspire 27 bars, moins 8 degrés. On a un mélange qu'on renvoie dans le réservoir. Et ici, on voit qu'on a augmenté on est en capacité d'augmenter notre pression dans le réservoir. Ce qui aura pour conséquence d'aspirer ici à des pressions qui sont plus élevées. Le fait d'aspirer ici directement dans le réservoir et de ne plus aspirer en sortie d'évaporateur, on est en capacité de gagner jusqu'à 7 degrés. Et ça nous fait gagner sur le travail des compresseurs et donc en efficacité énergétique. Donc ici, on a mis un clapet anti-retour. Effectivement, puisque la pression ici ne va plus être la même que celle à l'aspiration des compresseurs. Et donc, le clapet va se fermer ici quand l'éjecteur va commencer à travailler et donc à aspirer du gaz en sortie d'évaporateur. Donc, avec l'éjecteur basse pression, on a des compresseurs ici positifs qui vont se comporter comme les compresseurs parallèles. En fait, ils vont aspirer directement dans le réservoir à des pressions plus élevées. Donc, on gagne sur la pression d'aspiration, on gagne en efficacité. Donc, l'idée des éjecteurs basse pression, elle est celle-là. Et on va plutôt l'utiliser donc sur des plus petites différences. Donc on a une économie d'énergie de 15% comparée à une centrale booster classique et jusqu'à 34% par rapport au R404A. Donc le phénomène il est expliqué ici en raison de la pression élevée sur les compresseurs. On va avoir un volume balayé qui va être moindre par rapport à une booster. C'est là qu'on va gagner en efficacité énergétique. On a une réduction du coût d'investissement par rapport à l'éjecteur haute pression, puisqu'on n'a plus de compresseurs parallèles ici. On va justement faire fonctionner nos compresseurs positifs comme étant des compresseurs parallèles. Alors ici, on a mis une idée un peu sur le type de puissance sur lequel installer cet éjecteur-là. Donc, on est sur des plus petites installations. Et on est quand même moins performant qu'une installation avec éjecteur à pression, puisqu'on travaille sur des plus petites puissances. Donc
la nouvelle génération, c'est les éjecteurs liquides. Alors, donc ici, on va rapidement donc, expliquer le principe de fonctionnement de l'éjecteur liquide. On va rentrer plus en détail ensuite avec la fonctionnalité calme, qui, comme je l'avais dit au début, est étroitement liée à l'éjecteur liquide. L'idée ici, ce sera de travailler à un régime dit saturé. Hein, c'est pas un régime noyé au niveau des évaporateurs. En fait, on va suralimenter notre évaporateur en liquide et on va gérer avec précision le niveau de liquide donc dans cet accumulateur-là. Et le rôle de l'éjecteur liquide, exactement comme les autres, en capacité d'aspirer ici, il va venir récupérer en fait ce liquide dans l'accumulateur pour le mélanger donc aux gaz haute pression qui auront été détendus au préalable et rejeter ça dans le réservoir. Donc là, l'idée, ce sera vraiment la gestion du liquide en sortie d'évaporateur lorsqu'on sera en régime saturé. On aura des surchauffes qui seront proches de zéro, avec une gestion dite adaptative qu'on va expliciter dans le prochain chapitre. Donc là, on va avoir une économie qui va provenir de la pression d'aspiration plus élevée des compresseurs, puisque le fait d'avoir un échange favorisé ici au niveau des évaporateurs, donc on a une chaleur latente qui sera favorisée, on sera en capacité donc d'augmenter ici notre pression d'aspiration, puisque la demande va diminuer. Donc, on va réduire d'abord la surchauffe, ce qui va suralimenter nos évaporateurs. Mais ça, je vais l'expliquer. Je vais rentrer plus dans le détail après. Et donc, on va récupérer les informations des évaporateurs qui sont suralimentés en liquide. Et donc, ça aura pour conséquence d'élever la pression à l'aspiration des compresseurs. Donc, on a vu l'aperçu ici de l'installation. Donc, on a un éjecteur liquide avec simplement un accumulateur de liquide en sortie d'évaporateur. Donc, l'installation n'a pas changé du tout au tout. L'avantage des éjecteurs liquides, bien sûr, c'est encore une fois l'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, on a une installation qui est relativement simple, où ici, vraiment, et on met l'accent sur la régulation. On va avoir une régulation qui est plus complexe, et on va le voir tout de suite après. L'inconvénient, effectivement, c'est que ça demande de la formation. Ça demande voilà, d'être formé sur ce type d'installation, sur la résolution, sur quels sont les prérequis pour voilà, démarrer ou la maintenance d'une installation avec éjecteur liquide. Donc là, par contre, on va être sur toute taille d'installation, supérieure à 40 kW, et sur tout climat. Donc récapitulatif, conclusion. On a trois types d'éjecteurs: éjecteur haute pression, éjecteur basse pression et éjecteur liquide. Alors ici, on va regarder justement les conditions nominales. Donc, on voit bien ici qu'on a des pressions qui sont des différences de pression qui sont plus élevées. Alors, on va parler de différence de pression ici entre le réservoir liquide et l'aspiration des compresseurs. Donc ça va être la différence de pression qui va quantifier justement la capacité à aspirer ici dans notre éjecteur. Et on aura une deuxième différence de pression qui va être entre le refroidisseur de gaz et le réservoir. Et ça va être notre capacité à aspirer ici notre gaz ou notre liquide dans le cas de l'éjecteur liquide. Donc là, on va être sur des plus grosses installations, sur l'éjecteur haute pression, plus petites sur l'éjecteur basse pression, puisqu'on est sur des plus petites différences de pression. Et enfin, l'éjecteur liquide qui, lui, est en capacité d'aspirer à
dans toute taille d'installation et sur des pressions qui sont assez faibles. Donc vraiment ici, on a vraiment un panel de solutions qui pourraient contenter l'ensemble sur tout type de climat, sur toute installation. Et voilà, ce sera de savoir quel est le besoin pour y répondre favorablement. On a vu ce qu'étaient les éjecteurs. On a introduit l'éjecteur. Il est temps de parler du CAM, donc CO2 Adaptive Management, qui est une fonctionnalité brevetée par Danfoss et qui est directement liée au fonctionnement de l'éjecteur liquide et justement à la gestion de ce circuit liquide en sortie d'évaporateur. Alors, on retrouve notre installation. Donc ici, l'évaporateur a été schématisé par une vitrine frigorifique, un supermarché. On a notre compresseur MT, donc moyenne température, compresseur positif, avec son régulateur de vitesse, qui est géré donc, par le régulateur central, qui lui vient gérer toute cette partie-là, avec notre gaz cooler, notre refroidisseur de gaz. Ici, notre éjecteur liquide. En parallèle, une vanne de détente, puisque effectivement, on peut se retrouver sur l'installation avec un éjecteur et une vanne de détente en parallèle pour sécuriser l'installation et également pour favoriser justement le débit ici en sortie de gaz couleur lorsqu'on va être à des températures qui sont élevées et donc à des fortes demandes. Notre réservoir gaz liquide, d'accord. Alors, le calme, ça commence par les régulateurs de vitrine. AKCC 550A ou AKCC 750A, jusqu'à 4 évaporateurs. Ils vont justement régler la surchauffe presque nulle. Donc on ne sera pas une surchauffe nulle, parce que dans un régime dit noyé, mais on va se rapprocher de zéro et on va venir gérer vraiment avec cette surchauffe qui va se rapprocher de zéro et ne pas l'égaliser. Donc on a le régulateur de centrale AKPC 782A. Donc là les modèles sont importants, parce qu'effectivement cette fonctionnalité elle existe uniquement avec ces modèles de régulateur. À mettre en place, ce sera uniquement avec ces modèles-là. Le régulateur de centrale qui lui va permettre de garantir la sécurité. On verra par quel moyen. Et également autoriser le mode ALC. On verra l'adaptative liquid control. Donc c'est ce qui va permettre justement d'autoriser le mode ALC et donc de dire aux évaporateurs il faut mettre un régime saturé et on va commencer la gestion du liquide avec l'éjecteur. Alors, la supervision, AKSM800, donc ça c'est la dernière version de supervision qui est à utiliser et qui permet de communiquer entre le régulateur de centrale et le régulateur d'évaporateur ici. Donc elle va vraiment avoir le rôle de passerelle de communication entre les deux. Et donc faire passer l'information du mode ALC et par la suite, une fois les informations des évaporateurs récupérées, on va le détailler plus tard, elle pourra gérer l'optimisation de P0 qui est la pression à l'aspiration des compresseurs. Donc elle va communiquer avec le régulateur central qui lui va augmenter la pression à l'aspiration. On va l'expliciter un peu plus loin. Donc voilà notre installation avec l'éjecteur liquide et le CAM, c'est toute cette solution, c'est l'ensemble, bien sûr avec notre éjecteur liquide qui lui va aspirer de la centrale MT. Donc effectivement ici, l'idée des éjecteurs, c'est bien sûr de pouvoir aspirer notre liquide, mais sans consommer de l'énergie. D'accord. Aucun moyen par lequel on consommerait de l'énergie et donc on dégraderait l'efficacité de notre installation. Ici, c'est vraiment un phénomène physique qu'on vient tirer à notre avantage.
Alors, l'adaptative liquid control, c'est le nouvel algorithme que Danfoss a développé. Alors, il a été construit à partir de la régulation MSS. Donc, pour ceux habitués à cette régulation-là, c'est la régulation standard qui est depuis 30 dernières années. Donc, c'est régler une surchauffe jusqu'à 3 degrés en sortie d'évaporateur. Donc là, en fait, l'idée, ce sera d'utiliser ce nouvel algorithme pour se rapprocher le plus possible d'une surchauffe égale à 0. Donc, une surchauffe proche de 0, comparé à un régime saturé où là, on serait égal à 0, et donc un régime noyé, elle permet de limiter la quantité de liquide circulant dans le système. Effectivement, on ne va pas suralimenter, on ne va pas être en régime noyé et justement, on va avoir un taux de liquide qui va être trop important et qu'on va devoir gérer par des systèmes comme des pompes ou autres pour évacuer ce liquide ailleurs dans l'installation. Ici, on va vraiment gérer le niveau de liquide. Donc l'idée, c'est que en régulation normale, on va se rapprocher le plus possible de la surchauffe stable, dite stable. Donc, jusque 3 degrés de surchauffe ici. Donc, c'est le point où on a la dernière formation de liquide. Donc, on va s'assurer qu'après ça, on est en phase gazeuse, qu'on n'a pas de coup de liquide au compresseur. L'idée ici, ça va être de suralimenter notre évaporateur. Donc, on va se placer plutôt sur le point ALC, ici. D'accord. Donc, on va diminuer notre surchauffe pour se rapprocher de 0, ce qui aura pour conséquence que ce point-là va se retrouver en sortie d'échangeur. Donc, on aura notre échangeur qui sera suralimenté en liquide. On va maximiser la surface d'échange, donc améliorer la chaleur latente, et ça aura pour conséquence d'optimiser notre système, puisqu'on pourra effectivement augmenter la pression à l'aspiration des compresseurs. Donc l'idée, elle est encore là, c'est de gagner sur le travail des compresseurs, sur le volume balayé par les compresseurs. Donc c'est un système qui est très fiable, puisque on s'est basé sur l'algorithme de la MSS qu'on a amélioré. On a un temps de service qui est réduit, puisque simplement à placer la sonde et le capteur de pression en sortie d'évaporateur, et la surchauffe sera automatiquement gérée par le régulateur d'évaporateur. Donc, temps de mise en service, réduction des coûts opérationnels, donc de maintenance et d'installation, et enfin, réduction de l'investissement, puisqu'on a des systèmes qui sont, une fois configurés, absolument autonomes. Donc, algorithme ALC. L'ALC, donc directement lié avec le cas. Donc ça va être l'algorithme qui va gérer notre surchauffe ici. Et donc l'idée ce sera d'utiliser avec l'éjecteur. On ne peut pas être en mode ALC si on n'a pas d'éjecteur liquide, puisqu'on ne pourra pas gérer notre niveau de liquide ici en surplus, en sortie d'évaporateur. Donc des données récoltées sur une installation. Donc ici, on compare l'algorithme standard MSS, dans lequel on peut très bien se retrouver lorsqu'on a des éjecteurs liquides, puisque les conditions de fonctionnement ne nous permettent pas d'être en mode ALC, donc on sera en régulation standard MSS. Donc on aura ici, sur les abscisses, une surchauffe donc minimum de 3 degrés, qui pourra augmenter suivant les conditions. Et ici, on observe donc à 3 degrés de surchauffe, on est en capacité d'aspirer jusqu'à environ donc moins 3 degrés à l'aspiration. On est un peu en dessous. Et lorsqu'on passera en mode ALC, eh bien, on va réduire la surchauffe. Là, par exemple, ici, jusque 1, puisque sur le régulateur d'évaporateur, on a une surchauffe de 1 en mode ALC. Eh bien, on pourra effectivement augmenter notre pression d'aspiration ici jusqu'à moins 2 degrés. Donc, on est en capacité ici de gagner donc sur cette installation ici 1 degré. Mais on peut avoir une différence
à l'aspiration jusqu'à 2 degrés. Donc, nos tests ont montré qu'une augmentation de la température d'évaporation de 1 degré équivaut à une réduction des compresseurs de 2 à 3%. Donc là, on parle des régulateurs de centrale, puisque c'est lui en fait qui va donc gérer notre centrale, qui va avoir les informations de pression, justement, qui va nous permettre de fonctionner en mode ALC. Il y a 3 conditions qui doivent être remplies. La première, c'est que les compresseurs sont autorisés à fonctionner. Effectivement, il faut qu'on ait des compresseurs qui puissent travailler ici. Ensuite, un niveau de liquide dans l'accumulateur qui est inférieur au capteur niveau. Effectivement, il y a un capteur de niveau. Donc, le régulateur, lui, il reçoit cette information du capteur des niveaux. Et quand le niveau de liquide est trop important, on ne passera pas en mode ALC, puisque sinon, on aura un niveau trop haut et donc risque de coût de liquide dans les compresseurs. Donc, effectivement, il faut que le niveau de liquide soit inférieur au niveau capteur. Et le dernier point est donc c'est respecter l'enveloppe de fonctionnement de l'éjecteur vapeur ou liquide. Donc ici on parle d'éjecteur liquide puisqu'on est sur le cas, mais c'est la même chose pour les éjecteurs vapeur. Simplement que l'enveloppe de fonctionnement pour l'éjecteur haute pression sera plus importante que l'enveloppe de fonctionnement d'un éjecteur basse pression ou d'un éjecteur liquide par exemple. Donc ici, en exemple, on a la différence de pression ici en ordonnée entre le réservoir et l'aspiration, donc P-REC et P0. Ici, donc, on l'a schématisé. Donc la différence de pression entre le réservoir et l'aspiration des compresseurs, comme on a dit tout à l'heure. Et en abscisse, la différence de pression entre la sortie gaz couleur et le réservoir. Donc ça, c'est ce qui va conditionner l'entraînement de notre éjecteur et sa capacité justement à aspirer, dans notre cas, du liquide ici dans l'accumulateur. Donc par exemple, ici, on s'est passé à 16 bars de delta P entre le refroidisseur de gaz et le réservoir. Donc en général, on est à 35 degrés dans le réservoir. Donc si on a un delta P de 16 bars, c'est qu'on est à 46 bars dans le refroidisseur de gaz. Donc, à partir de 46 bars, on est en capacité d'aspirer ici le liquide. Donc, c'est des températures qui sont assez faibles. On est ici à partir de 7 degrés. Donc ça, c'est les conditions dont aura besoin le régulateur central pour autoriser le modèle. Donc là, l'idée, c'est qu'en respectant ces conditions-là, le régulateur de centrale va autoriser le mode ALC, donc va communiquer avec la supervision, AKSM 800. Donc en fait, on va demander le changement de mode de fonctionnement du algorithme MSS à l'ALC, donc pour assurer un bon fonctionnement basé sur l'enveloppe de l'éjecteur et le niveau de capteur dans l'accumulateur d'aspiration. Donc ici, on a le détecteur de niveau de liquide qui est connecté à la KPC 782A. Et enfin, ça va être la supervision qui, elle, va communiquer à tous les évaporateurs ici, le mode ALC, dans lequel donc, tous ces évaporateurs vont se mettre. Donc on va chercher à diminuer la surchauffe, donc se rapprocher de 0. Alors, une fois que tous les évaporateurs seront sur le mode ALC, avec nos tests, on conclut plus on aura d'évaporateurs et moins on pourra récupérer de liquide. Donc, le niveau de liquide qu'on est susceptible de récupérer, il est environ de 3%. Donc, moins on aura d'évaporateurs, plus on pourra récupérer de liquide. Tous les évaporateurs ne seront pas suralimentés en même temps. L'idée là, c'est qu'un paramètre sera communiqué des régulateurs d'évaporateurs jusqu'à la supervision pour dire on a atteint notre consigne de surchauffe, donc on est suralimenté, donc
a fini notre travail, quoi. La régulation est complète. La supervision, elle, va se charger de optimiser la pression d'évaporation avec un algorithme dans le régulateur de centrale qui, lui, va pouvoir augmenter la pression à l'aspiration des compresseurs. Donc là, l'optimisation permet d'avoir un produit de meilleure qualité, hein, puisque l'idée aussi, c'est vraiment d'avoir une température des produits qui est celle qu'on veut, donc atteindre le point de Il ne suffit pas d'améliorer l'efficacité énergétique, hein, d'augmenter la pression d'aspiration sans observer la consigne de soufflage au niveau des évaporateurs. Donc ça va être pris en compte par le régulateur central. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir de la qualité au niveau des produits. D'accord. Donc bien sûr, après, c'est l'économie d'énergie. Et donc, un service basé sur les données statistiques des évaporateurs les plus chargés en liquide. Donc, le calme, c'est ce qu'on vient d'expliquer ici. Donc, c'est utilisé avec les éjecteurs liquides. L'idée, c'est vraiment de gérer le surplus de liquide en sortie d'évaporateur. Donc, c'est utilisé avec les régulateurs AKPC 782A, donc à partir de la version 2.08. La dernière version des supervisions, donc AKSM 800, on a plusieurs tailles de supervision. Et donc, les régulateurs centrales qui sont AKCC 550A et AKCC 750A. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on est uniquement en bus de communication. Donc on utilise du LON ici pour le régulateur central et du Modbus ou du LON pour les régulateurs d'évaporateurs. L'idée, c'est de ne pas tirer de câbles supplémentaires. Donc, on utilise vraiment le bus de communication pour communiquer ici entre tous nos appareils. Donc, on a parlé des éjecteurs, de la dernière fonctionnalité qui est le calme. On va parler des évolutions de la régulation, donc liées au régulateur de centrale. Et la première, c'est gestion de la pression du réservoir, donc l'intérêt de la pression flottante. Alors, pour ceux qui connaissent notre outil de configuration du régulateur de centrale, qui est Service Tool, eh bien, elle se modélise par ici la fonctionnalité IT Optimize. Donc cette fonctionnalité, elle est présente sur le régulateur central AKPC 782A à partir de la version 2.08. Et donc ici, l'idée, ça va être d'optimiser le fonctionnement des compresseurs parallèles. Donc en fait, on va optimiser la pression du réservoir puisque c'est ici qu'on va aspirer, c'est ici qu'aspirent les compresseurs parallèles. Et en fait, la SGC ici, donc la température de sortie de notre gaz couleur, de notre refroidisseur de gaz, elle dépend de la température extérieure. On garde toujours un pinceau entre 2 et 3 degrés avec la température extérieure. Donc plus il va faire chaud et plus notre température sortie gaz couleur va augmenter. Et l'idée, ce sera d'augmenter notre pression dans le réservoir de la même manière. Donc ici, on observe sur la courbe que plus notre température sortie gaz couleur va augmenter, et plus on va augmenter notre pression dans le réservoir. Et ça aura pour conséquence de favoriser le travail du compresseur parallèle. Donc, si cette fonction, donc, on recommande d'utiliser, lorsque vous avez des compresseurs parallèles sur votre installation, cette fonctionnalité-là, qui existe à partir de cette version du régulateur de centrale. On va venir optimiser vraiment la pression du réservoir pour favoriser le travail des compresseurs. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas avant cette version de régulateur. Donc, le deuxième point,
Donc ici, c'est la même capture d'écran du logiciel Service Tool. On voit ici donc la fonctionnalité Delta P. Donc toujours gestion de la pression du réservoir. Et là, en fait, on va gérer la pression du réservoir en gardant un delta P fixe entre l'aspiration des compresseurs et la pression dans le réservoir. Donc par exemple, la différence de pression, il y a 5-6 bars entre pression d'aspiration et la pression du réservoir. Et ça, en fait, c'est intéressant lorsqu'on utilise des éjecteurs. Puisque justement, on a vu que l'enveloppe elle était directement liée à cette différence et le réservoir. Le fait d'avoir un delta P qui soit fixe, eh bien en fait, on va favoriser les temps de fonctionnement de l'éjecteur, puisque en fait, on va forcer le fait d'être dans son enveloppe de fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on a des... Alors, petite introduction, donc, la régulation de la pression dans le refroidisseur de gaz couleur, toujours avec la KPC 782A. Donc, quand on a un éjecteur, on a dit qu'on pouvait également avoir une vanne de détente en parallèle de l'éjecteur. L'idée ici, c'est de comprendre qui s'actionne en premier, quelle est la régulation sur ces deux composants-là en sortie gaz couleur. Alors ici, on a l'évolution de la pression dans le refroidisseur de gaz. On a notre point de consigne ici qui est fixe, c'est notre pression référence de notre refroidisseur de gaz. Donc la pression, elle est régulée avec l'éjecteur, avec la vanne HP, ou les deux. Non, bien sûr, parce que l'éjecteur, son rôle aussi, c'est pas que d'aspirer le gaz en sortie d'évaporateur, ou le liquide, c'est également aussi de gérer la pression, comme une vanne HP. Alors, premier exemple ici, c'est l'éjecteur. Bien, plus on va s'éloigner ici du point de consigne, plus on va monter en pression, et plus on va ouvrir l'éjecteur, qui va se comporter comme une vanne de détente haute pression. Une fois l'ouverture maximale atteinte, 100%, eh bien, la pression va diminuer dans notre gaz couleur. Une fois la consigne atteinte et un certain delta P, on va réduire l'ouverture, on va fermer notre éjecteur. Donc c'est exactement la même chose pour la vanne à haute pression. On va l'ouvrir puis la fermer. Gestion de pression dans le refroidisseur de gaz classique. Et on peut effectivement avoir les deux couplés en parallèle. Et dans ce cas-là, c'est l'éjecteur qui va s'ouvrir en premier à 100%. Et si ça n'est pas suffisant, eh bien, on va ouvrir la vanne de pression en parallèle. Donc, jusqu'à atteindre 100% d'ouverture. Et c'est d'abord la vanne qui se referme et ensuite l'éjecteur qui se referme. Donc, c'est géré en deux temps. D'abord l'éjecteur, ensuite la vanne HP. Alors, ici, on a une capture de service tool où on va venir sélectionner donc, notre type d'éjecteur, d'accord, HP, liquide, BP, plus nos différents orifices, puisque sur un éjecteur, en fait, on a plusieurs moduler la puissance. Donc ici, c'est des débits, d'accord, kg par heure. Donc le multi-éjecteur, il est contrôlé de la même manière que la vanne de pression, ouverture-fermeture, pour gérer la pression dans le gaz couleur. La seule différence, c'est que l'éjecteur est réglé sur une zone neutre. Dans notre exemple ici, elle est de 3 bars. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé la pression à la plus, on va ouvrir l'éjecteur. Au-dessus de celle-ci, une bus s'ouvrira, donc c'est notre électrovanne, notre détendeur. En dessous, elle se refermera pour faire augmenter la pression dans le refroidisseur de gaz. Alors, il est possible d'utiliser une vanne HP en parallèle, comme on a dit. Le point de consigne de cette vanne est normalement 6 bars. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ouvre d'abord l'éjecteur, ensuite, et en régulation, en fait, on va jouer sur les zones neutres. Voilà. Donc ça, c'est les dernières fonctionnalités sur la régulation. Donc, gestion de pression réservoir, gestion de pression dans le gaz couleur. Donc, important. Également, fonction de sécurité. Donc, la gestion de la pression dans le refroidisseur de gaz, puis on verra dans le réservoir donc, comment c'est géré. Alors,
ici, on a l'évolution de notre pression dans le refroidisseur de gaz. Donc ici, on a un HP, on a notre refroidisseur de gaz ici, avec une vanne qui passe, qu'on expliquera pas forcément ici, c'est pas la question. Notre vanne de détente ici, qui va gérer la pression dans notre refroidisseur de gaz, avec bien sûr une sonde ici de température et notre capteur de pression, qui l'idée ici, en fait, c'est de garder un pincement entre notre sonde extérieure et notre sonde de sortie gaz couleur. Donc, la régulation va vraiment être basée sur cette différence de pression. Qui elle va donc on va déterminer à partir de cette température sortie gaz couleur une pression optimale, donc qui est gérée par un algorithme dans notre régulateur de centrale. Donc cette pression optimale sera notre pression référence. Donc en fait, consigne dans le gaz couleur, elle n'est pas mise par l'utilisateur. Elle est constamment en train d'évoluer par rapport à la température de sortie gaz couleur. Donc c'est l'algorithme qui est dans le régulateur de centrale qui le détermine. Donc ça, c'est pour avoir une efficacité optimale. Et donc, cette pression référence, elle sera régulée par cette vanne de détente-là, qui, elle, va gérer la pression dans le refroidisseur de gaz. Donc là, l'idée, c'est plus la pression va augmenter, plus donc on va ouvrir notre vanne HP. Donc le degré d'ouverture de la vanne HP augmentera, plus la pression sera élevée, petite faute, sera élevée, et on aura une ouverture totale du détendeur à pression gaz couleur maximum. Donc à pression gaz couleur maximum, on a notre vanne qui est ouverte à 100. D'accord? Donc avec un delta P de 3 bars qui est réglable dans le régulateur de centrale. Si la pression augmente au-dessus de la pression gaz couleur maximum, eh bien, on va réduire la capacité du compresseur. D'accord? Donc là, l'idée vraiment, c'est de réduire la capacité compresseur pour réduire la pression en HP ici et donc faire diminuer la pression dans le gaz couleur. On va être beaucoup plus réactif avec cette fonctionnalité. Donc ça, pareil, c'est implanté dans la KPC 782A à partir de la version 2.08. Au-dessus de cette valeur de PC maximum limite, réglable également dans le régulateur de centrale, on aura les pressostats haute pression qui vont s'enclencher. Et ensuite, si la pression dépasse cette pression limite, on aura les soupapes de sécurité qui vont s'ouvrir et le réfrigérant qui va être évacué. Voilà. Donc ça, c'est les différentes étapes à comprendre pour la sécurité de la pression dans le refroidisseur de gaz. Donc important, réduction de la capacité compresseur lorsqu'on a passé PGC max avec un delta de 0,5. Donc idem pour la pression du réservoir. Donc l'idée ici, on a la fluctuation de la pression, d'accord. Donc lorsqu'on descend en dessous de la pression réservoir minimum, qui est réglable également dans le régulateur de centrale, eh bien on va ouvrir la vanne haute pression ici. Donc on va faire passer du gaz dans le détendeur et donc on va augmenter la pression dans le réservoir. On va chercher à aller au-dessus de la pression réservoir minimum. Lorsqu'on est en dessous de la pression réservoir minimum, eh bien on va réguler tout à fait normalement, donc suivant le mode de régulation qu'on a choisi, donc une référence fixe, donc sur un point de constante fixe, une référence flottant. Ça c'est le fameux IT Optimize qui va venir optimiser la régulation du compresseur parallèle, ou donc delta P, ce qu'on a dit tout à l'heure, maintenir un delta P fixe entre le réservoir et l'aspiration des compresseurs positifs. Donc si la pression augmente, eh bien pareil, on va avoir une réduction de la capacité des compresseurs positifs, ce qui aura pour effet de réduire la pression en HP et donc par conséquent de réduire la pression dans le réservoir. Au-dessus, on aura les soupapes de sécurité du réservoir qui vont s'activer. Donc là, on a des pressions autour de 40 bars. Soupapes de sécurité.
Alors, conclusion. Donc là, on a vu un peu les 4 différents systèmes CO2 que propose Danfoss aujourd'hui, donc 4 différentes installations, entre guillemets. Donc ici, on a booster CO2, compression parallèle, donc les différents éjecteurs, éjecteurs gaz et liquide. On a chaque éjecteur a son type d'utilisation. Donc l'éjecteur liquide, très important avec la fonctionnalité câble qu'on a explicité. Donc les dernières évolutions du régulateur de centrale. Donc on rappelle, la technologie CO2 nécessite des compétences et une formation pour l'utilisation de certaines solutions. Donc le CO2, c'est un réfrigérant à haute pression. Donc on a des composants spécifiquement conçus pour supporter ces pressions-là, pour assurer le bon fonctionnement des. Donc effectivement, grâce à la récupération de chaleur qu'on a évoquée rapidement, due notamment aux hautes pressions du CO2, eh bien, on va pouvoir faire des économies plus importantes encore. Enfin, on a vraiment essayé de partager avec vous l'ensemble des solutions qui vont pouvoir être utilisées donc, pour tout type de climat. C'est là le point le plus important. Donc voilà, je fini de mon côté. J'espère que j'étais le plus précis possible. On essaie de vraiment de condenser ça sur 1 heure et demie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Je passe le relais à Julie. Merci Ismaël. Donc juste pour rappel, on a reçu pas mal de questions pendant la présentation d'Ismaël. On a essayé d'y répondre. Si jamais vous en avez d'autres, c'est le moment de les saisir dans la boîte de questions qui se trouve sur le panneau de contrôle. Je les lis en même temps. On demande un planning de formation, des futures formations si on en a. Ce que vous voyez à l'écran, ça tombe bien, je vais pouvoir y répondre. On a des formations disponibles sur notre site internet. Il faut aller les consulter dans Danfoss e-learning. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter qui vous informe également lorsqu'on a des nouvelles formations ou des nouveaux produits. Et également, pareil, sur nos réseaux sociaux, en général, on vous informe de tout ça. La question, est-ce qu'il est possible de recevoir le PowerPoint de présentation? Oui. Puisque d'ici quelques minutes, lorsque ce webinaire sera clos, vous retrouverez sur l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit la présentation, l'enregistrement audio de ce webinaire et un petit sondage justement pour vous aider à améliorer au niveau du son, par exemple, ce que vous auriez souhaité entendre aujourd'hui. Voilà, on n'a pas d'autres questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à les saisir s'il y en a. Sinon, je ne sais pas, Ismaël, il y a autre chose que tu voulais ajouter? C'est parfait pour moi. J'espère que vous êtes satisfait de cet échange qu'on a pu avoir. Donc c'est important pour nous. C'était très apprécié par ma part en tout cas. Donc c'était un webinaire qu'on a essayé de rendre le meilleur possible, voilà, pour mettre à votre disposition. Donc n'hésitez pas, c'est la Réfrigérante Week, profitez-en pour récupérer un maximum d'informations pour favoriser justement cette transition énergétique dans laquelle on est. Donc le CO2, beaucoup connaissent très bien, beaucoup découvrent, beaucoup souhaitent y entrer. Donc on essaie de partager au maximum et c'est important. Donc merci à vous pour avoir été présent aujourd'hui. Et bien sûr, vous retrouverez donc ce webinaire enregistré. Vous pourrez le revisionner, le partager, en parler autour de vous. Merci. Merci à tous. Merci d'avoir été sur ce webinaire. Comme le disait Ismaël, c'est la Réfrigérante. Donc on a 2 autres webinaires à vous proposer d'ici la fin de la semaine. Un demain matin sur les outils logiciels, applicatifs qu'on peut vous proposer pour vous aider au quotidien, et un mercredi matin sur les manipulations
manipulation des fluides A2L et A3. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, dans tous les cas, vous recevrez d'ici quelques minutes ces webinaires, la présentation et l'enregistrement. Donc, merci à vous tous de nous avoir rejoints. À bientôt. Merci. Au revoir.